On nous bassine avec le charisme de Barack Obama ou le génie de Steve Jobs, comme s'il n'existait qu'une seule recette pour devenir leader. Mais entre nous, ce fantasme est juste en train de nous flinguer. On nous a vendu un leadership de musée, figé, parfait, alors que sur le terrain, c'est le bazar, c'est flou et il y a de l'humain. Et le pire, c'est qu'en développant cette posture de super-héros, la plupart des managers sabotent leur équipe sans même le savoir. Je m'appelle Marine et j'accompagne les dirigeants et les managers à ne plus subir leur rôle, le changement, les autres, et à devenir un leader qui inspire et qui impacte vraiment. Dans un monde où tout va trop vite, la posture de super-héros est votre pire ennemi en tant que manager. Dans cette vidéo, je vous transmets 2 clés pour développer votre posture, avoir plus d'impact et reprendre le contrôle dans toute cette complexité. On finira par une auto-évaluation qui vous permettra de vous situer sur l'échelle du leadership et de voir ce que vous pouvez travailler dès demain. Alors si vous en avez marre de subir, que vous voulez reprendre le contrôle et avoir un impact réel, restez avec moi. L'autre jour, je coachais un directeur de BU, un gars brillant, costume impeccable, voix posée. En réunion, il tranche, il rassure, il a toujours une réponse à tout. Sur le papier, il coche absolument toutes les cases du leader fort. Mais quand il sort de la salle, à la machine à café, on entend plutôt ses équipes souffler. De toute façon, il ne nous écoute pas. On sait qu'on n'y arrivera pas dans les délais, mais ça sert à rien de lui dire. Et de toute façon, c'est la même chose. En fait, il a construit sans s'en rendre compte une image de leader intouchable. Autour de lui, c'est une zone morte. Personne ne prend la parole, personne n'ose le contredire, personne n'ose parler de ses idées. Alors, avant de continuer, posez-vous cette question simple. Est-ce que, dans votre équipe, il y a aussi cette fameuse zone morte ? Si vous n'arrivez pas à y répondre tout de suite, vous pouvez le vérifier plus tard à la fin de la vidéo. Ce manager était en fait coincé dans ce qu'on appelle le Great Man Myth. En gros, c'est une vieille théorie du 19e siècle qui dit qu'un leader, ça doit être fort. C'est un être à part qui est né avec un talent, du charisme, du courage, plus d'intelligence que les autres. Ça dit tout simplement qu'on ne devient pas leader, mais qu'on est leader. Le message caché derrière ça, c'est tout simplement de dire que si t'es pas naturellement intelligent, si t'es pas brillant, si t'es pas charismatique, tu ne seras jamais un leader. Et donc, tu seras condamné à suivre. En étant dans ce mythe-là, les leaders cultivent le mythe du héros. Ils sont obligés de garder la posture, de garder le costume, et les autres ne font que suivre. Dans la vraie vie, ça donne des managers qui ont réponse à tout, même quand ils n'y comprennent rien. Ça donne des équipes qui se taisent, qui se contentent d'exécuter, qui ne posent jamais de questions, et qui se disent tout bas, de toute façon on verra quand ça explosera. Le problème, c'est que ce modèle est complètement obsolète. Il vient d'un monde où les décisions étaient lentes, où les informations circulaient peu et où finalement le pouvoir était concentré dans une poignée d'hommes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout la réalité. Les chercheurs et les praticiens considèrent largement que cette théorie est complètement vétuste. Parce qu'en fait, elle ignore 3 choses essentielles: le contexte, les équipes et la capacité à apprendre. En oubliant le contexte, ça veut dire tout simplement qu'un grand homme réussirait partout. Sauf qu'on sait aujourd'hui qu'un leader doit s'adapter à son environnement, que la culture, les contraintes, l'écosystème de manière générale jouent sur l'efficacité d'un leader. Dans ce mythe, on raconte que c'est une seule et unique personne qui fait tout. Sauf qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'un grand projet ne tient pas sans une équipe qui réfléchit, qui suit, qui questionne, qui sécurise, qui exécute. Et pour finir, elle nie complètement le développement. Ça veut dire qu'elle vous laisse croire que si vous n'êtes pas né leader, vous êtes complètement foutu. Or, toutes les études modernes montrent que le leadership, c'est pas inné. Ça s'apprend, on s'entraîne, ça se transforme, peu importe l'âge. Et c'est là où ça vous concerne directement. Si ce mythe est obsolète, mais qui fait quand même partie de l'inconscient collectif, sur quoi est-ce que vous basez votre leadership aujourd'hui sans même le savoir ? Dans 1 minute, vous allez comprendre pourquoi vous vous sentez épuisé alors que vous bossez comme un dingue. Vous allez comprendre que finalement le problème, c'est pas vous, c'est ce fameux pilote automatique que vous avez conscientisé. Et surtout, vous allez regarder la réalité d'un nouvel œil. Dans ce monde-là, le fantasme du chef héros est non seulement complètement irréaliste, mais aussi très dangereux. Parce que quand tout repose sur une tête, on ralentit, on prend les mauvaises décisions, on rate les signaux faibles. Et le leader d'aujourd'hui, c'est pas du tout celui qui sait tout. C'est celui qui arrive à organiser l'intelligence collective. Alors si votre équipe ne vous contredit jamais, si vous n'avez jamais de nouvelles idées qui sortent du collectif, vous n'êtes pas en train de diriger des talents, vous êtes en train de diriger des exécutants. Je crois qu'il y a une chose importante pour développer sa posture de leader, c'est de savoir d'où on vient. Parce qu'en fait, le leadership a muté plusieurs fois à travers le temps. Et si vous n'en prenez pas conscience, c'est comme si vous essayiez de mettre une application sur un vieux Nokia. Alors je vous propose de voir les 3 modes de fonctionnement qui existent encore aujourd'hui dans les entreprises et qui sont complètement obsolètes. Essayez de prendre un peu de distance et de repérer lesquels fonctionnent chez vous et lesquels aussi fonctionnent dans votre tête, même si dans tous vos slides c'est écrit agilité et confiance. La première version du leadership, c'est l'ère du commandement. C'est typiquement dès l'Antiquité où on était sur un top-down, un modèle militaire pur. Le chef ordonne, les autres obéissent. Dans ce modèle-là, la peur, c'est l'outil principal. On joue sur la peur de la sanction, de la mise à l'écart, de la peur de déplaire au chef.
Ici, l'obéissance vaut plus que l'intelligence. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on attend de toi, c'est pas que tu réfléchisses, c'est tout simplement que tu exécutes. Ce mode de leadership a été super efficace dans un monde stable, où l'environnement bougeait très lentement et où la priorité, c'était la discipline et la répétition. Mais il repose sur une illusion. Croire que celui qui commande, c'est celui qui voit tout et qui sait tout. Dans l'ère du commandement, un bon collaborateur, c'est celui qui se tait et qui obéit. Alors posez-vous cette question. Quand vous rentrez en réunion, est-ce que l'ambiance se fige? Si oui, c'est fort probable que ce mode soit toujours actif chez vous, mais que personne n'ose vous le dire. Deuxième mode, c'est l'ère de l'expertise, celui qui arrive dans les années 1900 avec l'industrialisation. Là, on change d'outil, on se contente plus d'obéir, mais on suit celui qui sait. Là, le leader, c'est celui qui est le plus compétent techniquement. C'est l'ingénieur, c'est le chef du bureau d'études, c'est le patron qui connaît l'usine. On le suit parce qu'il est le meilleur dans son métier. Parce qu'il a souvent commencé en bas et il a gravi les échelons au fur et à mesure. Sur le papier, ça paraît logique. Aujourd'hui, ça crée plutôt un énorme piège qui est le manager expert. Celui qui reste bloqué dans son expertise et qui oublie complètement les autres. Ce manager, il finit par corriger tous les PowerPoint, par réécrire les mails importants, par prendre absolument toutes les décisions. Il travaille pour 3, il s'épuise, il empêche son équipe de grandir. Et surtout, il crée une dépendance qui ralentit tout le monde. Alors si vous avez l'impression de faire le boulot de tout le monde, c'est pas forcément parce qu'ils n'ont pas le niveau. C'est peut-être que vous êtes tout simplement coincé dans ce mode-là. Alors restez avec moi, les 2 clés du leadership qui arrivent vont forcément vous sortir de cette situation. La troisième, c'est celle qu'on vit aujourd'hui, c'est l'ère de la complexité. On vit dans un monde VUCA. VUCA, c'est un terme qui est toujours utilisé aujourd'hui et qui vient de l'armée américaine. V pour volatile, U pour incertain ou I en français, complexe et ambigu. Concrètement, ça veut dire que tout change à une vitesse folle. Une loi, une nouvelle technologie, un nouveau concurrent et votre plan stratégique est à l'eau en 30 secondes. Incertain parce que même malgré toutes les données qu'on a, on ne peut absolument pas prévenir l'avenir. Il manque toujours des pièces au puzzle et on l'a très bien vécu avec le Covid. Complexe parce que tout simplement tout est connecté. Une décision RH peut impacter vos clients, votre image, votre budget, votre processus, bref. Et ambigu parce que 2 personnes peuvent regarder les mêmes chiffres et en tirer des conclusions complètement différentes. Dans ce monde-là, le vieux réflexe du je contrôle tout, du super-héros, ça ne marche absolument pas. Ce qui fait un bon leader, c'est plus du tout notre capacité à prévoir, mais c'est notre capacité à naviguer dans le flou, à créer de la clarté pour que notre équipe s'adapte vite et bien. Ça signifie aussi encourager l'initiative et l'apprentissage plutôt que la simple exécution. Autrement dit, dans cette fameuse ère de la complexité, le bon leader, c'est pas du tout celui qui a toutes les réponses. C'est celui qui pose les bonnes questions et qui utilise l'intelligence collective pour faire grandir son équipe. Et c'est là que vous allez me dire comment est-ce qu'on fait ça concrètement. C'est ici qu'entrent en jeu les 2 clés du leadership que je vous propose de voir à travers 2 exemples, Microsoft et Airbnb. En 2014, Microsoft est gigantesque, mais à l'intérieur, c'est la guerre des tranchées. Les équipes se comparent, elles se notent entre elles, elles se tirent dans les pattes. La culture, c'est la loi du plus fort. Je dois prouver que j'ai raison et que je suis le meilleur dans la pièce. Résultat, beaucoup d'ego, beaucoup de politique interne, zéro écoute et encore moins de coopération. Et c'est là qu'arrive Satya Nadella en tant que CEO de Microsoft. Il aurait très bien pu se dire, on va couper les coups, on va couper les têtes et on va serrer la vis. A l'inverse, il a commencé par la culture. Il parle d'empathie, de curiosité, il remet une idée simple au centre. On n'est pas là pour montrer qu'on sait tout, on est là pour apprendre plus vite que les autres. Dans ses interviews, il explique souvent qu'il s'est inspiré du growth mindset de Carol Dweck, qui a fait basculer Microsoft dans une culture de je sais tout à j'apprends tout. Concrètement, ça veut dire que plutôt que de couper la parole et de dire non, c'est pas comme ça qu'il va falloir voir les choses, il pose des questions. Plutôt que d'humilier quelqu'un parce qu'il s'est planté, il va plutôt se demander qu'est-ce qu'on apprend de ça. Et plutôt que de parler en premier pour absolument imposer sa vision, il écoute d'abord les autres. Et il n'a pas fait que prononcer des mots. Il a aussi partagé toute son histoire personnelle qui a créé un lien fort avec ses équipes. Il a rapidement raconté l'histoire de son fils Zayn qui est né avec un gros handicap qui a complètement bouleversé sa vie. Il dit que ça l'a obligé à voir les choses différemment, la vie, le travail, la famille, et que ça a développé en lui une énorme empathie. Bill George, qui est professeur à Harvard, parle de leadership authentique. Il dit que les vrais leaders aujourd'hui sont ceux qui sont enracinés dans leurs valeurs, qui ne jouent pas un rôle et qui s'appuient sur leur vécu, sur leurs épreuves pour guider leurs décisions. Finalement, ce ne sont pas des super-héros, ce sont juste des humains cohérents. La chercheuse Amy Edmondson parle de sécurité psychologique. Ça veut dire que cette forme de leadership-là crée une sécurité suffisamment importante pour que les équipes se sentent libres et en sécurité de dire « j'ai une idée, je ne suis pas d'accord, j'ai fait une erreur » sans avoir peur de se faire humilier ou jeter. Et ces recherches montrent quelque chose de contre-intuitif.
négatif. Les équipes qui ont une forte sécurité psychologique ramènent plus d'erreurs. Et en même temps, elles performent mieux parce que ces erreurs sont visibles, assumées et corrigées. Et c'est exactement ce qui s'est passé chez Microsoft. Plus de conversations franches, plus d'apprentissage, plus d'innovation. Et c'est là où on comprend qu'il y a une grosse différence entre spontanéité et authenticité. L'authenticité, c'est pas de raconter toute sa vie. C'est vraiment d'avoir cet alignement entre ce que tu penses, ce que tu fais et ce que tu dis. Et c'est surtout sortir du mode expert, remplacer le « je sais tout faire » par « je suis là pour apprendre ». Alors gardez bien cette idée en tête, ça va vous aider pour l'auto-évaluation finale. En plus d'un leadership authentique, la deuxième clé, c'est le leadership adaptatif. En mars 2020, le monde s'arrête. Airbnb perd en quelques semaines plus de 80% de son chiffre d'affaires. Plus personne ne voyage, tout est gelé. Brian Chesky, le CEO d'Airbnb, se retrouve face à une décision impossible. Il va devoir virer 1900 personnes, soit à peu près 25% de son effectif. Il aurait très bien pu faire comme beaucoup de dirigeants, envoyer un email froid, 3 phrases juridiques et dire que c'est les RH qui gèrent. À la place, il écrit une longue lettre où il explique la situation économique de l'entreprise. Il décrit les différents scénarios et pourquoi ils en sont arrivés là. Il parle de tous les critères qui l'ont aidé à prendre cette décision et il détaille concrètement tout ce qui sera proposé aux personnes qui partent. Il parle de ses propres doutes, de la douleur que représente cette décision, de la responsabilité qu'il ressent vis-à-vis des personnes qui l'ont aidé à construire cette entreprise. La lettre est tellement claire, limpide, respectueuse, humaine qu'elle est citée comme masterclass de communication en temps de crise. Même des salariés licenciés ont dit publiquement qu'ils comprenaient la décision et qu'ils étaient contents d'avoir été traités dans le respect. C'est exactement ce que le professeur Ron Heifetz, alors j'espère que je le prononce bien, appelle le leadership adaptatif. Ça veut dire qu'en fait, on accepte ces incertitudes, on accepte de dire la vérité, même si elle est hyper inconfortable, on garde un cap clair et on prend des décisions tout en respectant la dignité des personnes. Ça, c'est pas du tout un leadership de façade, c'est un vrai leadership de responsabilité. Quelques mois plus tard, Airbnb réalise l'une des plus grosses introductions en bourse. Pourquoi ? Parce que malgré la violence de la crise, la confiance dans le leadership du CEO est restée intacte. Les investisseurs, les talents, les clients ont vu une seule chose. Même dans la tempête, le capitaine tient la barre. Ça revient un peu à une phrase que j'aime souvent dire, c'est que quand tu peux pas être sûr, tu peux toujours être honnête. Et c'est là où on voit les grands leaders qui ont le courage de les affronter. Alors ok, je vous ai parlé de Microsoft et je vous ai parlé d'Airbnb, pas des petites boîtes. Mais tout est une question de posture qu'on peut très bien adapter à notre quotidien. La question qui se pose, c'est si tout ça est hyper puissant, l'authenticité et le leadership adaptatif, pourquoi très peu de personnes le font ? Tout simplement parce que ça vient toucher l'ego. Ça oblige à faire 3 deuils hyper inconfortables que je vois très souvent en coaching et qui sont la base d'un travail de leadership. Alors si vous restez, vous allez comprendre ce que 90% des managers ont du mal à voir et à faire. Le premier deuil, c'est le deuil de la perfection. C'est accepter de dire « je ne sais pas, je me suis trompé ». Quand tu gagnes bien ta vie, quand tu as un titre, quand tu es promu directeur, manager et que tu assures, c'est terrifiant d'admettre ses propres limites à son équipe. On a l'impression que tout notre statut repose sur cette image de la stabilité permanente. Mais en réalité, cette perfection poussée à l'extrême crée de la distance. Parce que ces équipes se disent « de toute façon, elles se plantent jamais » et même si elles se plantent, elles le cachent. Et là, on perd l'essentiel, l'accès à la vérité. Deuxième deuil, c'est le deuil du contrôle. Ça veut dire que dans un environnement complexe qu'il faut d'abord accepter, on ne peut pas le gérer avec un Excel. On a besoin de personnes qui prennent des décisions sans demander la permission toutes les 30 secondes. Ça veut dire faire confiance à leur jugement, accepter qu'ils fassent différemment de vous et accepter que parfois ils se trompent. Mais que la bonne nouvelle, vous allez apprendre ensemble et vous allez grandir ensemble. Parce qu'en fait, tant que vous voulez tout valider, vous devenez un goulot d'étranglement. Et en plus, vous envoyez un message qui est très clair, sans moi, vous n'y arriverez pas. Alors si votre téléphone explose dès que vous êtes en vacances ou dès que vous prenez un jour off, ce n'est pas du tout un badge d'honneur. C'est le voyant rouge qui commence à vous dire qu'il faut arrêter. Et le troisième deuil, c'est le deuil du masque. En fait, ça veut dire d'arrêter de jouer au petit chef, d'arrêter de vouloir être celui qui a réponse à tout et de redevenir un humain normal. Parce qu'en fait, porter un masque 10 heures d'affilée, c'est épuisant. On est en hypervigilance tout le temps, chaque mot, chaque réaction. Et le problème, c'est que tout le monde le voit. Les gens sentent quand quelqu'un n'est pas aligné, quand il dit oui alors qu'on pense non. Mais le jour où on commence à enlever cette armure, à dire « je ne sais pas encore, ça m'inquiète, j'ai besoin de vous, qu'en pensez-vous ?» On prend un risque sur le moment, mais on récupère 2 choses ultra précieuses, de l'énergie et de la crédibilité.
Parce que tout simplement, les gens suivent plus facilement quelqu'un d'authentique, quelqu'un qui est vrai, qu'un personnage qu'on a construit. Ça veut dire que l'authenticité et le leadership adaptatif ne sont pas des concepts à la mode. Ce sont des choix au quotidien, inconfortables pour l'ego, qui va forcément vous sortir de votre zone de confort, mais qui sont vitaux pour tenir dans la durée et pour que vos équipes aient enfin envie de vous suivre vraiment. On va passer à 3 questions très simples qui va vous permettre de voir si vous êtes un leader du passé ou un leader qui peut et veut encore grandir. Prenez rapidement de quoi noter et répondez honnêtement à ces 3 questions. Je vous rassure, il n'y a personne qui regarde au-dessus de votre épaule, vous pouvez y aller. La première, est-ce que mes collaborateurs osent me dire que j'ai tort devant tout le monde en réunion? Si la réponse est non ou ça dépend avec qui, c'est que vous êtes dans cette fameuse zone morte dont je vous parlais au début. La deuxième, quelle est la dernière fois où vous avez dit « je me suis trompé » ou « j'ai besoin d'aide ». Si vous ne vous en souvenez pas, c'est pas un oubli, c'est un fonctionnement qu'il va falloir déconstruire. Et troisième question, cette semaine, mes décisions ont plutôt été guidées par mes valeurs ou par ma peur d'avoir l'air faible, de déplaire ou de perdre le pouvoir. Là encore, écrivez la vraie réponse, elle n'est que pour vous. Pour terminer, je vous propose un petit plan sur les 4 prochaines semaines. L'objectif, c'est de commencer à faire des micro-changements qui vont directement impacter votre posture et la performance de vos équipes. Première semaine, développez votre écoute active. Ça veut dire qu'en réunion, laissez d'abord parler vos équipes. Posez des questions ouvertes. Qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? De quoi vous avez besoin? Ne donnez votre avis qu'à la fin en reformulant ce que vous avez entendu pour créer du lien. Deuxième semaine, partagez vos échecs et vos apprentissages. Choisissez n'importe quel échec récent. Un projet mal cadré, une décision prise trop rapidement, un oubli. Expliquez à votre équipe ce qui s'est passé, ce que vous avez raté et ce que vous avez appris. L'idée, c'est pas de raconter un roman, mais c'est d'être hyper factuel. Troisième semaine, apprenez à déléguer. Confiez une décision importante et une seule. Votre rôle, c'est de poser le cadre, écouter les propositions, valider ou ajuster. Et quatrième semaine, travaillez le feedback. Le feedback, je vous le dis souvent, c'est le super pouvoir des managers. Alors posez tout simplement ces questions à vos collaborateurs. Qu'est-ce que je fais consciemment ou pas qui vous empêche de donner le meilleur de vous-même? De quoi avez-vous besoin pour atteindre vos objectifs? Notez tout, ne justifiez rien à chaud et revenez plus tard avec des actions que vous décidez de prendre. Encore une fois, le leadership, ça n'a rien à voir avec un titre sur LinkedIn. C'est une pratique au quotidien, c'est le courage d'être soi-même dans un monde où finalement tout le monde joue un rôle. C'est de réussir à déconstruire des schémas qui nous ont fait arriver jusqu'ici, mais qui vont nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Alors demain, ne cherchez pas à être brillant, cherchez à être vrai, cherchez à être celui qui partage et qui fait grandir ses équipes. Partagez à vos collaborateurs l'envie de vous suivre, pas des slides parfaits. Et dites-moi en commentaire s'il y a un leader qui vous inspire particulièrement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez renforcer votre impact et la performance de vos équipes. À bientôt!